Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous avais emmené du côté de Panopolis, où nous avions regardé d'un petit peu plus près la bibliothèque d'Amon, fils de Péter Beskinis. Et cette bibliothèque nous avait permis de ressusciter quelques instants ces milieux de païens, ces derniers païens, ainsi que l'école poétique de Thébaïde qui allait se développer le siècle suivant, avec des gens comme Nonos de Panopolis, Cyrus ou Pamprépios. Alors je vous propose aujourd'hui de changer d'ambiance et de nous transporter à Oxyrhynchos, qui a livré les principales bibliothèques privées qui sont repérables pour le IVe siècle. Alors, la première est probablement celle de la famille d'Aurelia Ptolémaïs, bibliothèque constituée au IIIe siècle, mais sans doute mise au rebut au début du IVe siècle. Le mérite revient à Roger Bagnall d'avoir le premier proposé de mettre en relation 4 manuscrits littéraires avec une personne attestée par un papyrus documentaire, une certaine, justement, Aurelia Ptolémaïs. Alors, Bagnall est parti du fait que Grenfell et Hunt, toujours eux, dans la présentation qu'ils font d'un contrat de location édité partiellement dans un volume des papyrus d'Oxyrhynchos, le volume 14, et c'est le numéro 1690, eh bien, Grenfell et Hunt précisent que ce document a été retrouvé avec 3 papyrus littéraires, à savoir une œuvre historique qui pourrait être du même auteur que les Hellenica d'Oxyrhynchos, peut-être Éphore, un historien, disciple d'Isocrate, historien du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et cette œuvre, qui n'est que partiellement conservée par le fragment que vous avez à l'écran, concerne Sicyon, qui est une cité du nord du Péloponnèse, près de Corinthe. Le deuxième papyrus est un fragment du chant 4 de l'Iliade, dont le verso a été réutilisé pour une comptabilité. Et enfin, le troisième, un fragment du chant 15, toujours de l'Iliade d'Homère, copié au verso d'un document. Alors, l'hypothèse que fait Roger Bagnall est que ces 3 livres aient appartenu aux protagonistes du contrat trouvé en même temps, en l'occurrence la protagoniste, puisqu'il s'agit donc d'un contrat de location d'un terrain mis à bail en 287 par une certaine Aurelia Ptolémaïs. Aurelia Ptolémaïs qui, comme vous le voyez ici, souscrit à la fin de ce contrat en disant qu'elle a bien reçu la présente copie du contrat. Or, il se trouve que cette dame est connue par un autre document trouvé à Oxyrhynchos, la copie du testament d'un certain Aurelius Hermogène, établi en 276 en faveur de ses enfants, au nombre desquels, justement, est citée notre Aurelia Ptolémaïs. Ce texte jette quelques intéressantes lumières sur la famille de Ptolémaïs, puisque Hermogène y est présenté comme exégète. Alors, l'exégète, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégète, pour en donner la définition que Pierre Jouguet avait proposée dans ce livre ancien, mais toujours important, La vie municipale dans l'Égypte romaine, l'exégète est le gardien des prérogatives des membres de la commune, chargé de contrôler les titres et les conditions de droit qui assurent aux citoyens dans les cités, aux membres du démos, dans les métropoles, le statut personnel qui les distingue du reste de la population indigène. Donc, cet Hermogène était exégète, mais il était plus que ça, il était aussi sénateur et prytane, c'est-à-dire président du Sénat d'Oxyrhynchos. Donc, vous voyez, c'est un notable, un important magistrat de la cité, ce genre de personne, finalement, chez qui on s'attend à trouver une bibliothèque un tant soit peu fournie. Sa fille a-t-elle hérité de ces livres, ou s'est-elle constituée sa propre bibliothèque avec les 3 manuscrits que je vous ai un instant rapidement présentés? La question
n'est pas anodine. Dans le second cas, nous aurions là un des très rares exemples de bibliothèque ayant appartenu à une femme. Il est en tout cas, a priori, difficile d'y répondre. On notera cependant que la copie qu'Aurélia Ptolémaïs a fait faire du testament de son père a été réalisée au verso d'un rouleau qui contenait une autre œuvre littéraire que vous avez à l'écran, composée peu de temps avant la copie conservée donc, par ce papyrus d'Oxyrhynchos. Il s'agit du livre 18 des Cestes, composé par Jules l'Africain ou Julius Africanus. C'est un auteur chrétien d'origine africaine qui a vécu quelque temps à Alexandrie, qui a correspondu avec Origène, le grand Origène, et qui a établi pour l'empereur Sévère Alexandre une bibliothèque dans le Panthéon à Rome. Donc, vous voyez, c'est un personnage qui a laissé quand même des traces. C'est à cet empereur que furent dédiés justement les cestes, kestoi, qui en grec veut dire les broderies. C'est une œuvre curieuse qui se présente comme une sorte de compendium des connaissances de toute nature, touchant tous les domaines des sciences et des arts, en 24 livres, et qui est truffé d'anecdotes nombreuses. C'est une œuvre malheureusement perdue, mais que nous connaissons par la tradition indirecte et par des papyrus de ce genre qui nous en ont conservé des passages. Dans la mesure où ce rouleau des cestes a été mutilé en vue d'être réutilisé, coupé, en vue d'être réutilisé donc, pour la copie du Testament, probablement à l'initiative d'Aurélia Ptolémaïs, eh bien, il n'est pas déraisonnable de penser que ce livre ne présentait pas d'intérêt en fait pour cette dame. Elle a donc peut-être hérité de son père les quelques livres retrouvés avec les documents, livres qu'elle a recyclés. On l'a vu à l'instant avec les cestes de Jules l'Africain, et peut-être aussi l'exemplaire de l'Iliade dont le verso a été réutilisé pour une comptabilité. Donc livres qu'elle a pour une part recyclés, pour d'autres elle les a peut-être conservés, notamment c'est peut-être le cas justement de l'Homère qui lui n'a pas été réutilisé et qu'elle a peut-être gardé, ne serait-ce que pour l'éducation de ses enfants. Alors, notons enfin que l'écriture d'Aurélia Ptolémaïs, telle que nous la connaissons avec la souscription de son contrat de location, n'est pas d'une très grande élégance et d'une fluidité, disons, qu'on attendrait d'une personne très cultivée. Donc, c'est peut-être un élément de réponse à la question que je posais tout à l'heure. J'arrête là les hypothèses, parce que je sens qu'on est en train de sombrer petit à petit dans le roman. J'arrête là les hypothèses. Il est en tout cas plus prudent de voir dans cet ensemble de 4 manuscrits le reflet des intérêts ou des goûts du père plutôt que de ceux de la fille, donc d'Aurélia Ptolémaïs. Or, si l'on en juge par un échantillon aussi réduit, 4 livres, ce n'est pas grand-chose, force est de constater que le profil de cette bibliothèque ne devait pas être banal. Si la présence d'Homère, évidemment, est inévitable, celle des cestes et celle du livre d'histoire est beaucoup plus inattendue et démontre de la part du possesseur de ces livres une certaine curiosité et aussi un intérêt pour des ouvrages tout récents, puisque les cestes ont été composés probablement très peu de temps avant l'établissement de cette copie. Ce possesseur lisait aussi bien la prose, voyez, que la poésie, s'intéressait à l'épopée, à l'histoire et aussi à la critique littéraire, puisque le livre 18 des Cestes concerne, en tout cas en partie, la tradition du texte d'Homère. Un ouvrage historique sur la cité de la Grèce, sur une cité de la Grèce, Sicyon, ne déparerait pas, je pense, dans la bibliothèque d'un de ces notables de l'élite grecque, comme l'était Hermogène, cultivant son identité hellène, en approfondissant l'histoire de l'ancienne Grèce, patrie de l'hellénisme. Alors, faut-il faire un cas au fait que les cestes étaient écrits par un chrétien?
et y voir le premier exemple d'un mélange de livres de culture païenne et chrétienne dans une bibliothèque d'Égypte. Ben, je ne le crois pas. Le christianisme de Jules l'Africain ne caractérise pas, ce n'est pas ce qui caractérise les cestes, et certainement pas ce que nous savons du livre 18, qui est justement consacré non seulement à Homère, mais aussi à l'inclusion d'incantations magiques dans l'œuvre d'Homère. Vous voyez, on est loin de ce qu'on pourrait attendre d'un livre chrétien. Alors, c'est un peu moins d'un siècle plus tard que fut jeté dans le dépotoir du COM 20 environ 35 livres retrouvés par Grenfell et Hunt à partir de janvier 1906 et qui constituent ce que l'on appelle la seconde trouvaille, the second find d'Oxyrhynchos. Elle constitue pour Houston, dont j'ai déjà abondamment cité les travaux, un ensemble homogène ayant de fortes chances de provenir d'une bibliothèque qui, du fait qu'elle a été retrouvée dans une couche contenant des documents du IVe et du Ve siècle, aurait été mise au rebut à la fin du IVe siècle, aux alentours, on va dire, de 400 selon Houston. Quoique cette bibliothèque ait été constituée de livres dont la date n'excède pas, comme on va le voir, le IIIe siècle, et pour cette raison, je ne m'appesantirai pas sur cet ensemble. Alors, établir sa composition la plus exacte possible est une tâche d'une extrême difficulté, étant donné que Grenfell et Hunt, là encore, n'ont laissé aucun inventaire de cette découverte. Alors, George Houston s'y est attelé et a produit une liste que vous avez à l'écran de 36 livres dont la date va du IIe siècle avant jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, je vous l'ai dit, on ne va pas s'appesantir trop sur cette bibliothèque. Nous n'allons pas passer ces ouvrages en revue un à un, mais nous intéresser juste aux caractéristiques saillantes de cette bibliothèque. Alors, vous voyez, on est tout d'abord frappé par son amplitude chronologique, puisque le manuscrit le plus ancien, qui est un manuscrit très célèbre pour les papyrologues, qui est une édition d'Ibikos, ou Ibicus, le manuscrit le plus ancien est du IIe siècle avant. Et alors évidemment, il n'y a aucune date sur ce manuscrit, comme il n'y a jamais dans les manuscrits littéraires, mais par l'écriture, on a proposé de dater la copie de cet Ibikos aux alentours de 130 avant Jésus-Christ. Tandis que les livres les plus récents, je l'ai dit, sont du IIIe siècle après. Vous voyez, presque 3 siècles et demi entre la copie du plus ancien texte de cette bibliothèque et la fin d'utilisation de cette bibliothèque. Il est rare que l'on puisse mesurer de telles amplitudes temporelles. Une des conséquences de cette très longue durée d'utilisation est l'usure des livres. Papyrus, c'est un matériau qui s'use. Et donc, qui dit usure, dit nécessité, évidemment, de réparer ou de consolider les livres au bout d'un certain temps. Il se trouve que le manuscrit le plus ancien, c'est-à-dire le manuscrit d'Ibikos, avait dû se déchirer au cours de son histoire, et c'est normal, hein, il est du IIe siècle avant Jésus-Christ, et on note, en le regardant de près, des traces de réparation, notamment avec des bandes de papyrus qui ont été collées dans les marges supérieures. Je ne sais pas si vous le voyez, ce sont des parties un petit peu plus claires à l'écran. Donc il y avait ici une bande de papyrus qui avait été collée, et de même dans la marge inférieure, tout cela pour consolider ou pour réparer des déchirures. Enfin, le papyrus non seulement a été réparé, mais à une date indéterminée, peut-être au 1er siècle après Jésus-Christ, il a été enduit d'huile de cèdre pour assurer une meilleure conservation et pour repousser les insectes. C'était un truc qu'on utilisait pour conserver, préserver les livres. On mettait de l'huile de cèdre. Le manuscrit de Théocrite que
vous avez le numéro 4 de la liste, porte aussi des traces de traitement identiques, tandis que le guide aux pièces de Ménandre du IIIe siècle, qui est le numéro 16 de la liste, a lui aussi été consolidé sur le verso par l'ajout de bandes de papyrus collées. Alors, on remarque aussi que certains livres se sont vus pourvus d'une étiquette qu'on appelle en grec un silubos ou un situbos, une ou plusieurs générations après l'établissement de la copie. Alors, voyez à quoi ressemblent ces étiquettes qui permettaient d'identifier plus précisément un livre dans une bibliothèque. N'oubliez pas qu'une bibliothèque à cette époque, ce sont des rouleaux qui sont posés sur des étagères horizontalement, et donc rien ne ressemble plus à un rouleau qu'un autre rouleau, et donc la seule façon de pouvoir chercher, trouver du premier coup le livre que l'on cherche, évidemment, c'est d'y mettre des étiquettes, ces étiquettes donc, qui dépassaient hors des étagères. Donc vous voyez, je vous ai mis deux exemples de Siluboy, l'un dans une peinture murale d'Herculanum, qui se trouve actuellement au musée archéologique de Naples, et l'autre dans un relief, le fameux relief de Neumagen, qui est d'époque romaine, malheureusement aujourd'hui disparu, que nous ne connaissons que par une gravure publiée au XVIIe siècle, et qui nous montre bien à quoi ressemblaient ces étiquettes. Eh bien, dans la bibliothèque dont je vous parle, donc Syrinkos, nous avons un exemple d'une étiquette qui a été collée. Alors, le papyrus, en fait, devait être dans ce sens, et donc l'étiquette dépassait vers le haut. Et vous voyez que c'est une étiquette en parchemin qui a été collée sur la marge supérieure du rouleau, et donc de façon à ce que, lorsque le rouleau était fermé, on puisse voir le titre de l'œuvre. En l'occurrence, vous lisez sur l'étiquette Baculidou dithyramboy, c'est-à-dire les dithyrambes de Bakilide. Et ce qui est intéressant, alors, non seulement cette étiquette, par son écriture, on voit qu'elle a été apposée postérieurement à la copie du texte, bien postérieurement, mais en plus, cette étiquette est elle-même un palimpseste montrant par là même qu'elle avait été utilisée précédemment pour un autre livre. Je ne sais pas, là on lit bien Baculidou dithyramboy, mais vous voyez derrière les traces un peu évanescentes d'un autre titre qui a été effacé pour y mettre le titre de Bakilide. Alors, le gros de cette bibliothèque étant du IIe siècle, il semble qu'elle ait été constituée à cette époque par quelqu'un qui a commandité la copie de nombreux ouvrages auxquels il a ajouté des livres plus anciens, achetés ou acquis à la suite d'héritages ou de dons, on ne sait pas. Les livres du IIIe siècle montrent que la bibliothèque a continué à être utilisée, peut-être par ses descendants, sans connaître d'accroissement notable. Était-elle toujours en fonction au IVe siècle, malgré l'absence de nouveaux livres? Le fait qu'elle n'a pas été mise au rebut, ou qu'elle n'a été mise au rebut que vers les années 400, semblerait aller dans le sens d'une utilisation au-delà du IIIe siècle, mais elle a pu fort bien être remisée, par exemple, dans une cave avant d'être jetée définitivement dans le dépotoir d'Oxyrhynchos, dans un des dépotoirs d'Oxyrhynchos. On a donc une bibliothèque constituée bien avant l'avènement du christianisme, où l'on ne s'attend pas à trouver le moindre livre chrétien. Et elle est en effet entièrement consacrée à la littérature classique. Alors, ce qui frappe du point de vue de son contenu, c'est tout d'abord le noyau dur d'œuvres de poésie et surtout de poésie lyrique. On a 5 rouleaux du poète lyrique Alcée, dont je vous ai parlé l'année dernière. On a 6 ou 7 rouleaux de Pindare. On a 2 ou 3 rouleaux de Sappho. Au moins 2 de Bakilide. Je vous ai montré celui qui portait encore son silubos. Évidemment, l'Ibicus, ou l'Ibikos que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour les poètes lyriques, sans compter tous les autres poètes. Hésiode, qui est représenté aussi dans cette bibliothèque, un des plus célèbres tragiques, Sophocle,
Théocrite et Callimaque, les deux représentants de la poésie, les deux plus célèbres représentants de la poésie alexandrine, et d'autres. On trouve aussi dans cette bibliothèque des œuvres en prose, des historiens comme Hérodote. On a, j'ai cité cet auteur tout à l'heure, un livre d'efforts, et puis d'autres, notamment un livre en rapport, disons, avec, parlant d'Alexandre le Grand. Dans le domaine de la prose, évidemment, le plus grand ou un des plus grands représentants de la prose oratoire, Démosthène, dont les discours ont aussi une dimension historique, donc il est difficile de classer Démosthène, de le mettre, disons, à part des historiens. On a aussi, évidemment, toujours dans le domaine de la prose, mais cette fois-ci philosophique, Platon. On notera un autre noyau dur d'ouvrages, non de littérature, mais sur la littérature et les écrivains. Il s'agit du livre 6 des vies de Satyros, c'est le numéro 14 de la liste, qui donne les biographies des trois grands tragiques grecs, Échille, Sophocle et Euripide. On a aussi, toujours dans le domaine de cette métalittérature, un ensemble de courtes biographies, c'est le numéro 35 de la liste, contenant entre autres la vie de Sappho, la vie d'Ésope, la vie de Thucydide, la vie de Démosthène, d'Échine et d'Hypéride. Et puis, j'y ai fait tout à l'heure rapidement allusion, un ouvrage qui présente des résumés de comédies de Ménandre, c'est le numéro 16 de la liste, une sorte de Reader Digest de Ménandre. Voilà. Ainsi qu'un ouvrage de critique littéraire, sans compter un dictionnaire de mots rares et étrangers. Un ouvrage tout à fait particulier, tout à fait singulier, qu'on a trouvé aussi dans cette bibliothèque. Alors, vous voyez, tout cela dessine le profil d'un amateur de littérature grecque avec une prédilection pour la poésie lyrique, qui ne se contente pas de lire les œuvres, mais qui se dote aussi d'instruments de travail permettant de mieux comprendre ces auteurs, de mieux connaître leurs œuvres, et à travers leur carrière et de mieux comprendre le cadre historique dans lequel ils ont composé. Alors, plus qu'un amateur, nous aurions peut-être là affaire à un érudit ou à des érudits, s'il faut prendre en compte la durée d'utilisation de cette bibliothèque, peut-être un grammairien ou une lignée de grammairiens. Cela expliquerait aussi le nombre impressionnant de gloses de plusieurs mains dont sont dotés ces livres. 47% de ces livres accueillent dans leur marge des scolies ou des notes donnant des variantes textuelles ou des explications. 47%, c'est un pourcentage tout à fait élevé si l'on le rapporte aux 10% de livres annotés provenant d'Oxyrhynchos. Certaines de ces gloses sont particulièrement longues. Là, je vous donne un exemple d'une glose qui fait 9 lignes, donc dans la marge du manuscrit. Il s'agit d'une glose dans un des manuscrits d'Alcée. Une autre que je vous montre maintenant dans un manuscrit de Platon comporte de nombreuses abréviations. Il s'agit ici de cette glose-là. Vous voyez, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment du grec. En fait, c'est une glose qui a été écrite avec des nombreuses abréviations et des signes tachygraphiques, donc des signes sténographiques, on va dire, si bien qu'on a suggéré qu'il pouvait s'agir de notes prises durant un cours ou une conférence. Donc vous voyez, ça esquisse le profil de quelqu'un qui fréquentait les milieux savants et qui assistait à des conférences. Si ces gloses ne sont pas toujours de la main du ou des propriétaires des livres, elles montrent en tout cas que ceux ou ces derniers attachaient beaucoup de prix à des exemplaires bien établis, des exemplaires dotés d'annotations
relatives à l'établissement du texte et à son exégèse. Alors, cette bibliothèque d'un érudit grammairien, dira-t-on, est le témoignage, parmi tant d'autres, de l'effervescence intellectuelle et de l'érudition en matière de littérature qui régnait à Oxyrhynchos, une cité qui est particulièrement célèbre de ce point de vue-là et qui a livré énormément de papyrus littéraires. Mais c'est une effervescence qui se laisse plus difficilement appréhender à travers d'autres ensembles homogènes de livres pour la période successive, disons au-delà du IIIe siècle. Même si, je le répète, cette bibliothèque a pu continuer à fonctionner durant le IVe siècle. Alors, Kathleen McNamee suggérait de rapporter à un même ensemble 7 manuscrits du IIIe, IVe siècle trouvés par Grenfell et Hunt dans le COM. Alors, on ne sait pas exactement dans quel COM, ça pourrait être le COM 18-19 ou le COM 1 ou 2 que je vous ai. On ne voit pas bien, voilà, 18-19 c'est là, 1 ou 2 c'est là. Donc, manuscrits trouvés par Grenfell et Hunt lors de leur première campagne de fouilles en 1897, puis en 1903 ou 1904, quand ils sont revenus fouiller ce même COM. Alors, outre 2 exemplaires de l'Iliade, vous verrez, il y aura toujours de l'Homère dans les bibliothèques que nous passerons en revue, outre 2 exemplaires de l'Iliade, on a une édition de Ménandre, un traité métrique réutilisé au verso pour une liste de poids et mesures, et en plus, on relève la présence de 3 romans grecs. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant. 3 romans grecs, en l'occurrence le Cypée et Clitophon d'Achille Tacius, le roman de Césone Kossis, qui est un roman qui brode à partir qui est une espèce, on va dire, d'histoire romanesque du pharaon Sésostris, de Sésostris d'Hérodote, ou Sésostris de Diodore. Et puis, on a aussi les restes d'un 3e roman non identifié. On voit donc qu'à côté des piliers de la littérature canonique, classique, que sont Homère et Ménandre, l'un pour l'épopée, l'autre pour la comédie, l'un pour l'hexamètre dactylique, l'autre pour le trimètre iambique, qui sont les 2 vers les plus utilisés en poésie grecque, eh bien, on voit se dessiner un goût certain chez le possesseur de ces livres pour cette littérature plus populaire et plus tardive qu'est le roman grec. Et je dois dire qu'on n'a pas tellement d'autres exemples de romans, disons, que l'on peut associer à un autre contexte de livre. Voilà qui semble donner de la consistance à l'hypothèse que ces manuscrits pourraient provenir de la même bibliothèque. Mais ce n'est, en l'état de notre documentation, qu'une hypothèse assez fragile. Alors la seule autre bibliothèque qu'il est possible d'identifier à Oxyrhynchos, j'en terminerai avec cette cité, durant l'Antiquité tardive, et cette fois-ci avec beaucoup plus de certitude, eh bien, c'est un ensemble de livres fortement fragmentaires des 5e et 6e siècles que Grenfell et Hunt signalent comme ayant été trouvés ensemble, semble-t-il, en 1897, donc au tout début de leur fouille à Oxyrhynchos. Alors, nous n'avons malheureusement pas beaucoup de données sur cette découverte. Grenfell et Hunt signalent que ces livres ont été trouvés ensemble juste dans l'introduction à l'édition de ces papyrus. Ils ne disent même pas quand réellement ces textes ont été trouvés, ni où. En tout cas, ils forment ce que l'on pourrait appeler la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos. Alors, cette bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos est constituée, dans l'état de nos connaissances, de 14 entrées qui pourraient appartenir à 11 ou 12 exemplaires, codices, peut-être moins, j'y reviendrai, formant un ensemble très homogène du point de vue du contenu. Alors, je les classe ici par genre et aussi par ordre décroissant en nombre. Alors nous avons tout d'abord Aristophane,
Aristophane avec ce manuscrit des 5e siècles des Nuées. Ensuite, je vais les passer assez vite, un autre manuscrit d'Aristophane, cette fois-ci avec les grenouilles. Un troisième qui donne la paix et les cavaliers du même Aristophane. Un quatrième qui donne les guêpes du même Aristophane. Alors, il s'agit de 4 exemplaires, et on peut se poser la question de savoir s'il s'agit de 4 exemplaires différents ou s'il s'agit de 4 fragments qui provenaient du même codices. Grenfell et Hunt pensent avec prudence que oui, qu'en fait il s'agit d'exemplaires différents, tout en considérant comme possible que les numéros 1373 et 1374 appartiennent au même codex. Personnellement, je trouve que les 2 numéros que j'ai mis à l'écran, c'est-à-dire le 1372 et 1373, sont d'une main très proche. Vous voyez, c'est une écriture inclinée. Mais malgré tout, vous constatez des petites différences. Par exemple, le alpha, ici, a une panse arrondie, alors que ici, le alpha a une panse beaucoup plus pointue. Donc, même genre d'écriture, même style, mais probablement pas la même main. Mais cela ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'il s'agit de mains différentes qu'il s'agit d'un exemplaire différent. Vous pouviez avoir à l'intérieur d'un même codex une série de comédies d'Aristophane copiées par des scribes différents, essayant chacun d'atteindre un style graphique un peu homogène. Alors je continue. Vous aviez toujours d'autres papyrus d'Aristophane dans cette bibliothèque. Celui que vous avez à l'écran, malheureusement, vous voyez qu'il s'agit de débris. Donc, certains ont pensé que c'était de la tragédie, et d'autres ont pensé qu'il s'agissait plutôt d'une édition ou d'un commentaire à une œuvre d'Aristophane, peut-être les oiseaux. Mais tout cela est très hypothétique, étant donné le peu de mots qu'il nous reste sur ces fragments. De même, 3 minuscules fragments d'un autre texte qui pourrait être une édition d'Aristophane, mais là encore, le point d'interrogation est de mise étant donné le peu que l'on arrive à lire. Et enfin, je vous ai gardé pour la fin le plus petit fragment, il s'agirait là peut-être encore des restes d'une édition d'Aristophane. Alors, nous passons ensuite à Homère, évidemment, Homère, l'incontournable Homère, avec 5 ouvrages ou 5 restes d'exemplaires de l'Iliade chant 2, de l'Iliade chant 11, de l'Odyssée chant 1 et de l'Odyssée chant 9. Et le dernier est peut-être le plus intéressant, quoiqu'il s'agisse d'un tout petit fragment que vous n'avez pas à l'écran, qui donne simplement des scolies marginales qui devaient appartenir à un exemplaire de l'Odyssée. Voilà. Et enfin, le troisième pilier de cette bibliothèque, eh bien, ce sont les tragiques grecs, avec Sophocle et son Édipe-Roi, un manuscrit du 5e, 6e, et puis l'autre grand tragique, qui était le plus lu, puisqu'on avait vu l'année dernière que Échille était de moins en moins lu, eh bien, il s'agit d'Euripide avec sa Médée et son Oreste, un exemplaire qui est daté diversement, soit du 5e, 6e, soit du 5e. Alors, si Guglielmo Cavallo avait déjà, en 1986, conclu que ces textes devaient former une ancienne bibliothèque, eh bien Kathleen McNamee n'est pas sans avoir quelques doutes sur l'appartenance de ces manuscrits à un même ensemble. Sous prétexte que Grenfell et Hunt n'ont pas laissé d'indication sur la localisation de cette découverte, alors même qu'ils ont fouillé
plusieurs coms ayant livré des papyrus du 5e siècle, eh bien, elle considère, je vous mets son texte à l'écran, qu'il n'y a aucun moyen de savoir combien de bibliothèques cet ensemble représente. Et plus loin, elle dit qu'il n'y a pas de grande vraisemblance que les textes de cet ensemble aient appartenu à une seule et même bibliothèque. Seulement une probabilité. Only a chance, dit-elle. Alors, une telle prudence, évidemment, est un prérequis. Quand on tente des regroupements entre des papyrus provenant de dépotoirs, de poubelles, et pour lesquels nous ne disposons pas de données stratigraphiques. Mais les données relatives à ce groupe de textes ne sont ni plus vagues, ni moins incertaines que pour les autres groupes de textes que Kathleen McNamee étudie aussi dans son article, et dont j'ai présenté déjà certains, et pour lesquels d'ailleurs elle se sent beaucoup plus en sécurité. Nous disposons de l'indication de Grenfell et Hunt, je vous l'ai dit, selon laquelle ces 14 papyrus faisaient partie de la même trouvaille, et à mon avis, ces deux grands savants se seraient gardés de prendre la peine de le signaler dans l'introduction de chacune des éditions de ces 14 textes si cela n'avait pas dans leur esprit une certaine importance. Autrement dit, que ces textes aient pu bel et bien appartenir à un même ensemble. Par ailleurs, on est frappé par l'homogénéité de cet ensemble qui vient, à mon avis, confirmer l'hypothèse d'une appartenance commune. D'un point de vue paléographique, les manuscrits sont écrits dans le même style d'écriture qui se rattache à ce qu'on appelle la majuscule penchée, le terme anglais est sloping majuscule. Vous voyez, alors, ce ne sont pas les mêmes mains, mais vous voyez que c'est toujours un petit peu le même style, cette écriture penchée, alors même qu'à la même époque, nous avions d'autres types de styles graphiques, notamment des styles droits, comme nous le verrons plus tard. Ça, c'est du point de vue paléographique, et donc cette similarité, cette homogénéité pourrait laisser penser que ces livres auraient été copiés dans un même scriptorium. D'un point de vue du contenu, eh bien, on a affaire à des manuscrits d'œuvres classiques entrant dans le canon de la littérature enseignée à l'école. Homère, évidemment, aussi bien l'Iliade que l'Odyssée, mais aussi la tragédie, ici donc Sophocle et Euripide, les deux tragiques les plus lus, et les comédies d'Aristophane, qui à partir du Ve siècle devient le comique le plus lu. Le nombre des fragments d'Aristophane dans ce groupe lui donne, je crois, une incontestable typicité qui n'est probablement pas de l'ordre du hasard. Par ailleurs, le nombre de scolies dans les manuscrits relevant de trois genres littéraires, scolies aussi bien de nature textuelle qu'exégétique, montre que l'on a affaire à un ou plusieurs lecteurs intéressés professionnellement par cette littérature. Alors, certes, Kathleen McNamee, qui est une grande spécialiste des annotations marginales dans les papyrus, trouve que ces annotations sont simplistes et sans grande substance, simplistique comme elle le dit, et inconsequential, mais je crois que leur nombre pourrait nous inciter à y voir, plutôt qu'un érudit, justement, un grammatikos ou un grammatistes, c'est-à-dire un maître de grammaire. Cela cadrerait fort bien avec les œuvres qu'il était censé enseigner, les grands auteurs qu'on lisait à l'école, Homère, les tragiques, Euripide notamment, et Aristophane. Je reviendrai sur Aristophane plus tard. On notera que l'ajout dans presque tous ces livres des accents, esprit, ponctuation, signes marquant le changement des personnages, dont le nom est quelquefois ajouté en marge, est aussi quelque chose qui irait dans le sens d'une utilisation scolaire. Je voudrais vous en montrer un exemple avec ce papyrus.
où rentrons un petit peu dans le texte, vous voyez que le texte grec, les lettres, en fait, sont pourvues d'accents et d'esprits, hein, à une époque où on ne note pas les accents et les esprits normalement, naturellement, disons, en grec. Eh bien, vous voyez que là, vous avez des accents aigus, vous avez des accents graves, vous avez des accents circonflexes, vous avez aussi ce qu'on appelle les esprits, hein, esprit doux, esprit rude, pour noter l'aspiration ou la non-aspiration au début d'un mot. Là, vous avez un exemple d'esprit doux qui est tout à fait différent de l'esprit que nous utilisons maintenant, qui est arrondi, alors que là, vous voyez qu'il est formé avec deux traits. Vous avez aussi des points dans ce texte. Je ne sais pas si vous notez ici, par exemple, vous avez un point, que je ne me trompe pas, vous avez un point ici. Vous devez avoir un autre point un petit peu plus haut, je crois, ici. Voilà, donc des points qui sont à différents niveaux de la ligne. Vous pouvez avoir des points très en haut qui, comme c'est le cas ici, voilà, là vous avez un point très en haut, alors que vous avez des points un petit peu plus bas comme celui-ci. Le point plus en haut marque une pause plus légère qui correspond à notre virgule ou à notre point-virgule, alors que le point plus bas, disons, correspond à notre point actuel. Vous avez aussi dans ce manuscrit ce qu'on appelle des paragraphoi, c'est-à-dire ces espèces de traits dans la marge qui empiètent dans le texte et qui marquent les changements de personnages. Parce que c'est le problème des tragédies ou des comédies. Vous avez des personnages qui changent, et ce n'est pas évident quand on ne note pas justement le nom des personnages comme on le fait maintenant dans nos éditions, ce n'est pas évident de savoir qui écrit. Et donc, vous voyez qui parle, pardon. Et donc, vous voyez qu'on a signalé les changements de personnages et même on a parfois ajouté le nom du personnage. Là, vous lisez Phéidé, et en fait, il s'agit de Philippide, un des personnages de cette comédie d'Aristophane. Vous voyez aussi dans la marge des gloses, et certaines gloses sont intéressantes, notamment, je voudrais, voilà, par exemple, ici, on lit un peu difficilement Kat eothon legei, c'est-à-dire il parle à soi-même, c'est tout simplement une didascalie, pour dire, attention, le personnage qui parle ici ne parle pas à l'autre personnage qui a pris la parole ici, mais il se parle à lui-même. Vous avez aussi dans ce texte des scolies, par exemple, ici, vous lisez quelque chose, enfin, vous lisez ten tugatera tu adelphu, qui glose tout simplement le mot ici, dont on a juste le début, qui est adelphiden, c'est-à-dire nièce. Donc ten tugatera tu adelphu, ça veut dire la fille du frère. Voilà. Donc vous voyez un peu toutes ces annotations, tout ce système de signes diacritiques et d'annotation. J'ai oublié de vous dire que vous aviez aussi quelquefois dans ces manuscrits de cette bibliothèque, on signale aussi la mention des longues et des brèves, ce qui peut être utile en poésie. Autrement dit, donc tout un arsenal de signes diacritiques, de signes prosodiques qui permettent une meilleure lecture et donc une meilleure compréhension du texte. Tout cela, je crois, correspondrait bien à un usage scolaire de ces livres. Si Homère et Sophocle et Euripide avaient toujours figuré dans les programmes scolaires, ce n'était pas le cas d'Aristophane, dont le succès a été, vous en souvenez, j'en ai parlé l'année dernière, longtemps éclipsé par celui de Ménandre, mais qui redevient un auteur à la mode à partir du IVe siècle pour atteindre le deuxième rang des auteurs les plus lus, d'après les papyrus, au 5e et 6e siècle, date des exemplaires de notre bibliothèque. Cette renaissance d'Aristophane a évidemment influé sur les programmes scolaires, où il refait son entrée, comme en témoignent plusieurs auteurs du IVe siècle, tels Thémistus ou Libanus, qui se décrit dans son autobiographie au chapitre 9 comme étant en train de lire les Acarniens d'Aristophane, debout près de la chaire du grammatiste, dit-il, lorsqu'il fut pris d'une très forte commotion cérébrale. J'ai eu l'occasion l'an dernier de vous citer un texte où l'abbé Chénouté, le supérieur du monastère blanc,
se moquer des poètes classiques en prenant l'exemple justement des oiseaux d'Aristophane, dont il cite la célèbre onomatopée tic-tic, squax, squax, qui est en fait tirée des non moins célèbres grenouilles du même Aristophane. Donc on avait vu, je vous avais dit l'année dernière, que Chénouté avait fait une erreur là. Alors, s'agit-il d'un souvenir un peu brouillé de ses années d'écolier, ou s'agit-il d'une erreur volontaire qui est une façon pour lui d'englober cette littérature dans son mépris le plus total? Le livre de maître d'école à peu près contemporain de notre bibliothèque d'Oxyrhynchos, qui est le P. Bourrian I, livre que vous aurez la possibilité d'admirer l'année prochaine dans l'exposition qui aura lieu ici au Collège de France, le papyrus dans tous ses états de Cléopâtre à Clovis. Eh bien, cet exemplaire, ce livre de maître d'école, sera parmi les objets exposés. Le Péborian I offre un témoignage direct de ce qu'Aristophane était enseigné à l'école, puisque dans les listes de mots qu'il contient, dans sa première partie, qui sont classés selon leur nombre de syllabes et par ordre alphabétique, eh bien, on trouve parmi les mots trisyllabiques la séquence xanth qui pourrait être restituée xanthias, qui est le nom d'un esclave des grenouilles et des guêpes d'Aristophane. Et plus loin, à la ligne 203, on a le nom crémulos, qui est un nom extrêmement rare, qui n'est connu que comme le protagoniste du Ploutos du même Aristophane. Bon, voilà. Et j'avais eu l'occasion aussi l'année dernière de vous parler de ce papyrus d'Oxyrhynchos du 5e siècle, donc contemporain des livres de la bibliothèque dont je suis en train de vous parler, qui pourrait bien être un exemplaire d'une comédie d'Aristophane, en l'occurrence le Ploutos, qui aurait servi dans un cours de grammaire, dans la mesure où il est doté de glosses assez élémentaires et qu'il est abondamment pourvu d'accents, d'esprit, comme vous le voyez, ainsi d'ailleurs que d'erreurs non corrigées, qui pourraient être tout cela le signe d'une utilisation dans le cadre de l'école d'Aristophane. Alors, l'usage à des fins scolaires des livres de notre bibliothèque d'Oxyrhynchos est donc, vous voyez, une hypothèse qui fait sens, je crois, même si l'on ne peut évidemment exclure qu'il puisse s'agir de la bibliothèque d'un simple particulier qui serait resté attaché aux auteurs classiques appris à l'école et qui faisait partie des canons littéraires de l'époque, des livres qu'un honnête homme se devait de connaître par cœur. L'absence de textes chrétiens à une époque où le christianisme est omniprésent, s'il n'est pas dû au hasard ou à des présupposés dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui auraient amené les inventeurs de ces textes, Grenfell et un de ces papyrus, à exclure par principe du groupe de papyrus trouvés ensemble des textes qui, par leur contenu, auraient déparé par rapport au reste, l'absence de textes chrétiens s'expliquerait de ce fait fort bien par l'omniprésence de la littérature classique dans le cursus scolaire, notamment au niveau de l'enseignement du grammairien, comme nous le verrons plus en détail l'an prochain. Si c'est une bibliothèque de grammairiens, il n'y avait aucune raison que des textes chrétiens s'y soient glissés. Le profil de la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos est assez semblable au reste d'une bibliothèque de la même période qui va nous faire quitter l'Arcadie, qui est la province dont Oxyrhynchos est la capitale, pour nous emmener plus au sud, en Thébaïde, dans la cité de Lycopolis. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler d'un des livres de cet ensemble quand j'ai évoqué les démembrements de manuscrits opérés par les marchands d'antiquités. Alors, quoique cette bibliothèque soit infiniment moins fournie que la bibliothèque byzantine de Xyrhynchos que nous venons d'examiner, ce que j'appellerais la bibliothèque byzantine de Lycopolis mérite néanmoins d'être évoqué dans ce cours sur les bibliothèques, car c'est un ensemble qui est pour une part encore inédit et qui, contrairement à la bibliothèque byzantine d'Oxyrhynchos, a l'insigne avantage d'avoir été retrouvé, mêlé à un lot d'archives documentaires qui est évidemment susceptible d'apporter des lumières sur son contexte d'utilisation. Ces restes de livres et de documents forment un lot qui a été acquis
par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ici à Paris, à la suite d'un achat réalisé par Seymour de Ritchie au début de l'année 1905, peut-être février ou mars. Les fragments de papyrus sont restés conservés pendant des décennies dans des boîtes métalliques dans lesquelles ils avaient été expédiés d'Égypte à Paris jusqu'à ce que, alors voilà un exemple d'une de ces boîtes ouvertes, jusqu'à ce que Jean Gascou et moi-même commencions à étudier ce lot de façon plus systématique que ne l'avait fait Seymour de Ritchie. Alors cela a conduit évidemment à faire de nombreux raccords. Vous voyez dans quel état se trouvaient les papyrus quand nous avons commencé à les étudier. Cela nous a permis de faire de nombreux raccords et cela nous a permis de reconstituer environ 120 pièces qui ont été mises sous verre par mes soins. Alors la majeure partie de cet ensemble est documentaire, principalement des lettres, des contrats, des reçus d'impôts, et s'échelonne sur une période qui va de 420 à 555 avec un très gros noyau pour le 5e siècle. Ce sont les papiers d'affaires de plusieurs familles qui ont dû être réunis au gré d'alliances familiales qui ne sont pas toujours faciles à reconstituer. Un ensemble de pièces a trait à une famille de militaires que l'on suit sur 2 générations, surtout donc la dernière avec son fils Némétion, qui a servi dans l'aile de cavalerie des Maouris Scutari, qui est une unité stationnée précisément à Lycopolis et dont la carrière se déploie sous nos yeux depuis le grade de simple soldat. On a un papyrus de 454 où il apparaît comme simple soldat, jusqu'à celui de Doukenarios, c'est-à-dire du Senier, aux alentours de 471-472 ou 485-86, avant que ce personnage, finalement, ne soit détaché dans les bureaux militaires provinciaux. Il est marié à une certaine Victorine, qui est une femme issue d'une famille aisée, possédant au moins une maison et un bateau, et Némétion est, on peut le dire, un propriétaire en divers endroits de maisons de rapport, de terres agricoles, de vignobles et de palmeraies. Un autre noyau se dessine avec les papiers de Polycrate, qui est un exceptor, c'est-à-dire un greffier de l'administration provinciale, lui-même fils de Thomas, qui était comptable dans la même institution. Et comme Némétion, il possédait des terres, il exploitait aussi des terres pour le compte d'autres propriétaires, dont Panolbios, qui est un sénateur d'Antiopolis au début du VIe siècle. Alors, à l'exception d'un ensemble de documents concernant des milieux ecclésiastiques et monastiques, eh bien, le gros de ces archives dessine donc, voyez, le profil d'une famille ou 2 familles appartenant à la bourgeoisie provinciale, servant dans la fonction publique, militaire et civile. Alors, malheureusement, avec ces papiers, nous n'avons pas beaucoup de textes littéraires. Les quelques lambeaux de livres qui ont été sauvés témoignent de lectures qui correspondent bien à ce que l'on attend de ces milieux que je viens de décrire. Alors, évidemment, Homère, toujours Homère, avec un fragment d'un codex de l'Iliade, fragment, vous voyez, minuscule. Et alors, cet autre texte que je vous avais montré, un folio d'une édition des Cavaliers d'Aristophane, c'est un codex assez modeste, dont le texte est écrit dans une écriture qui est proche de l'écriture que l'on utilise pour les documents, et doté en plus des glosses marginales, d'accents, d'esprit, de ponctuation et de marques de longues et de brèves qui ont été toutes ajoutées ultérieurement. Je laisse de côté les restes de livres qui ont été trouvés dans des espèces de cartons, de cartonnage, dont l'usage est encore incertain, ainsi que dans les reliures, parce qu'on a effectivement dans cet ensemble trouvé les restes d'un codex de parchemin de l'Odyssée d'Homère, mais vous voyez qu'il est en fait, comme vous le voyez ici, il y a des traces de cuir qui montrent qu'on a réutilisé ce vieux manuscrit comme bourrage d'une reliure, de même qu'on a retrouvé dans un de ces cartons un morceau des Idylles de Théocrite, et là
vous voyez le texte de Théocrite qui est en train d'apparaître au moment où je suis en train de démonter le cartonnage que vous avez en haut à droite. Donc je laisse ces livres de côté parce qu'en fait, ce sont des livres qui sont réutilisés, qui ne nous disent rien donc, sur les lecteurs de cette bibliothèque. S'ajoute à ces deux livres un texte scolaire que vous avez ici, qui est une liste de mots, une concordance entre les calendriers égyptiens, les calendriers juliens et le calendrier macédonien. Vous avez dans la colonne du milieu le calendrier julien, vous lisez Januarios, Februarios, Martios, Aprilios, etc. Ce qui caractérise aussi cet ensemble, c'est un petit groupe de textes médicaux. 6 textes médicaux, alors je les passe très vite en revue. Vous avez une étiquette de médicaments, où il est question de podagre, un fragment de recette médicale, très, très fragmentaire, la fin d'une recette médicale ou d'une liste d'ingrédients pour une préparation médicale. On voit, il est question de miel, d'hysope, etc. Des recettes médicales ou une lettre à contenu médical, une très belle recette d'emplâtre pour l'estomac ainsi que d'un collyre à la rose, et enfin une recette médicale ou une liste d'ingrédients pour une préparation médicale. Alors la personne à qui l'on doit cette petite collection de textes médicaux, si mince soit-elle, ne peut être identifiée d'après les documents des archives. Ce que l'on peut dire, c'est que, eu égard au nombre des recettes appartenant à ce lot, cette personne manifestait un intérêt pour la médecine, considérée dans ses aspects les plus pratiques. Nous n'avons pas de traité, nous n'avons que des recettes ou des listes d'ingrédients. Il pourrait s'agir d'un malade chronique dont on aurait conservé ce qu'on appellerait aujourd'hui les ordonnances ou les prescriptions, mais on pourrait en douter étant donné la variété des maladies concernées justement par ces papyrus. Il est question de podagre, d'hydrocèle ou d'entérocèle, qui est une maladie pour l'instant unique dans les papyrus. Il est question de maladie de l'estomac, d'affection des yeux, et peut-être enfin de problèmes de courbature ou diverses affections des membres. Alors, aurait-on affaire au reste des papiers d'un médecin ou d'un apothicaire recevant diverses ordonnances qui expliqueraient les différentes écritures de nos papyrus, et aussi, j'en ai pas parlé, des différents niveaux de maîtrise linguistique. Parfois, ces textes étant rédigés sous la forme de lettres, eh bien, cette personne aurait confectionné des médicaments pour le médecin ou le patient. Cela n'est qu'une hypothèse indémontrable en l'état de notre documentation trop réduite. Si elle s'avérait juste, eh bien, nous aurions affaire là à un groupe de textes relevant de l'activité professionnelle de son possesseur et qui serait de même nature finalement que les textes magiques ou astrologiques des bibliothèques que j'ai eu l'occasion de vous mentionner au tout début de cette partie sur les bibliothèques privées. Nous n'avons pas, à proprement parler, de véritables livres de médecine, nous n'avons pas de réceptaires ou de traités médicaux dans cette bibliothèque, mais des textes de nature plutôt documentaire, s'inscrivant dans la pratique d'un métier relevant de la médecine. Toujours est-il qu'il est difficile de faire le lien entre les livres d'Homère et d'Aristophane d'un côté et les textes médicaux de l'autre, chacun relevant de deux ordres a priori différents. Les premiers pourraient témoigner d'un côté des lectures de notre apothicaire, dont l'activité professionnelle serait illustrée par les seconds. Mais il est aussi possible que chacun de ces groupes de papyrus se rattache à des noyaux différents des archives et que nous ayons affaire, avec les codices d'Homère et d'Aristophane, au reste de la bibliothèque, par exemple d'un maître d'école comme à Oxyrhynchos, et avec les textes médicaux au papier relevant des activités médicales d'une autre personne, liées par des liens peut-être familiaux au premier. Le peu de textes conservés et le flou dans lequel nous sommes sur les
divers protagonistes du dossier, je crois, ne nous permettent pas d'aller plus avant dans l'interprétation de cet ensemble de papyrus littéraires. Vous avez noté, là encore, l'absence de livres chrétiens, sauf ce papyrus, qui est un curieux fragment. Il pourrait s'agir d'une amulette chrétienne, ou alors, pour éviter le terme d'amulette qui a des relents de magie, simplement une médaille en papyrus, on va dire, une médaille en papyrus, chrétienne, donc, où vous lisez le texte suivant, après une croix, Christ, alors, qui mu gamma copa theta, je reviendrai là-dessus, Théou Cari, c'est-à-dire Dieu, grâce de Dieu, et ensuite le début d'un dessin. Et là, vous avez donc ces 5 lettres, Qui mu gamma copa theta. Alors, Qui mu gamma est soit l'acrostiche de Christone Maria Gena, ou une formule similaire qui veut dire Christ enfanté par Marie, soit, puisque Qui mu gamma, en fait, c'est aussi 643, et 643 peut être l'isopséphie de l'expression Theos Boetos, c'est-à-dire Dieu sauveur. Isopséphie, c'est-à-dire que si vous additionnez la valeur numérique de chacune des lettres de Theos Boetos, vous arrivez à 643. Et vous avez le même type d'isopséphie avec Copa Theta, qui signifie 99, et qui est le total des lettres constituant le mot Amen. Donc voilà, on a un papyrus ici qui est tout à fait chrétien. C'est la première fois que nous rencontrons un texte clairement chrétien à côté d'un ensemble de livres, même si ce texte n'est pas à proprement parler un livre. Voilà. Est-ce qu'il en sera de même avec les autres bibliothèques que nous avons pour les époques ultérieures? C'est ce que je vous laisserai voir la semaine prochaine. Je vous remercie.